Salut à tous, bienvenue dans notre nouveau débriefing F1. Jean-Luc Roy, comme toujours, à mes côtés pour évoquer ce qu'on va appeler un superbe Grand Prix à plus d'un titre. Alors, moi, Jean-Luc, je n'ai pas regardé ni les horoscopes chinois, ni les dictionnaires éventuellement sur la superstition chinoise, mais il faut reconnaître qu'un certain Nico Rosberg était ce week-end sous les chiffres 1, 111e Grand Prix, première pole à laquelle il va rajouter sa première victoire en Grand Prix. En plus, personne n'aura à redire de cette victoire. Magnifique. Superbe, écoute, on savait bien depuis le début de la saison que les Mercedes étaient performantes en qualification. On avait vu donc à plusieurs reprises, et d'ailleurs il faut le souligner avec Michael Schumacher, devant Nico Rosberg, les Mercedes très rapides. Malheureusement en course, elles s'effondraient, apparemment avec un problème de pneus arrière qui s'abîmait très rapidement, se dégradait, et apparemment on n'avait pas trouvé la solution du côté de l'équipe de Ross Brown. Alors, tu sais qu'il y avait un débat également sous-jacent, on ne va pas être trop pointu ni trop technique, même si sur le débriefing on peut tout se permettre. Mais tu sais qu'il y a le fameux F-Duct réadapté avec l'utilisation du DRS qui était contesté par plusieurs équipes, notamment Red Bull et notamment Lotus. Eh bien, ça a été entériné pour la 3e fois, ce fameux F-Duct, et comme par hasard, c'est Patrick qui a mis le doigt sur l'affaire, Patrick Tambay, bien sûr. Comme par hasard, les Mercedes se mettent aussi à marcher en course. Donc je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet. On a le droit de poser la question, c'est notre boulot de journaliste que de la poser. Maintenant, le résultat, c'est que sur la course, Nico a été impeccable. Alors tu disais 1-1-1. Alors je rajouterais, je ne le savais pas de tête, je rajouterais qu'il y a 111 ans que Mercedes a décroché sa première victoire en compétition. 111 ans, donc tu vois, on continue dans les 1. Qu'effectivement, tu rajoutes un podium 3 x 1 avec 3 moteurs Mercedes, donc etc. Un triplé, donc, on peut en rajouter comme ça. Et la dernière victoire, alors ça, je me souviens de l'année et tout, c'était Fangio, mais c'était un 11 septembre 1955 à Monza. Donc voilà. C'était écrit. Oui. C'était écrit que ça allait se passer comme ça, même si, avec un autre moteur Mercedes, même si à un moment donné, on a pensé que ce Grand Prix était peut-être fait pour Jenson Button. Oui. Et puis voilà, il s'est passé suffisamment d'événements qui ont fait que ça a complètement remplacé Nico Rosberg. Alors, il faut dire un mot plus des pneumatiques, naturellement. Pirelli, on sait quel était le choix de Pirelli. Il y avait les médiums, les pneus à flanc blanc, et puis il y avait les jaunes, donc les pneus les plus tendres. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans les 10 premiers, j'ai regardé du classement, 5 pilotes ont opté pour 2 arrêts changement de pneus, dont le vainqueur Nico Rosberg, mais on a vu que c'était juste, même si l'écart de temps de 20 secondes paraît important à l'arrivée, on va expliquer pourquoi. Et donc, il y a également Vettel qui a opté pour 2 arrêts seulement, il y a Grosjean, etc. Et puis, les autres pilotes, 5 autres pilotes ont opté pour 3 arrêts. Donc, ça veut dire que la stratégie n'était pas évidente selon les simulations. Et après, il a fallu ce qu'on appelle des faits de course, c'est-à-dire que, par exemple, Button, dont tu parlais, Button avait un rythme absolument infernal, extrêmement rapide, mais Button, lorsqu'il est ressorti de son dernier arrêt, donc le 3e, s'est retrouvé dans un paquet de furieux qui se battaient pour la 2e place et emmené par un Raikkonen sur 2 arrêts qui, lui, avait beaucoup moins de perf. Donc, ça veut dire que paradoxalement, Button a été handicapé par des gens qui étaient sur 2 arrêts. Voilà ce que je voulais expliquer. Tout à fait, tout à fait. Et on a bien senti qu'à ce moment-là, la course pouvait tourner à son désavantage. Absolument. Absolument. Et Hamilton, alors lui c'est 3 x 3, ça fait 3e en Australie, 3e en Malaisie, 3e. Et c'est comme ça qu'on est premier au championnat du monde avec 45 points. Voilà. Alors ce qu'il faut voir dans ce Grand Prix, c'est qu'effectivement, encore une fois, on a pensé à un moment donné qu'il était entièrement fait pour McLaren. On avait un petit peu oublié effectivement Mercedes. Petit mot pour Schumacher, dommage. Ah, très dommage. Le pauvre, là, il mène des belles qualifs, mais il est quand même un peu bluffé par les 5 dixièmes de seconde que lui a collé Nico. Il le dira en qualif. Là, il a fait combien, Nico? Là, il dit là, chapeau, la belle perf. Et puis après, en course, on voit bien au début qu'il est un peu moins rapide. Il a déjà perdu 4 secondes au moment du premier arrêt. Donc, c'est quand même pas rien avec la même monoplace. Surtout que pas gêné. Les 2 Mercedes comme à la parade devant. Donc, c'est vraiment Nico qui était vraiment un ton au-dessus, là, qui a trouvé la manière de tout exploiter. Et après, il n'a pas de chance. Il y a un problème au ravitaillement, on le voit tout de suite. Et puis, il y a un des mécanos qui s'affole. Hop, l'homme chargé de la lollipop, de la sucette, lève beaucoup trop vite. Et donc, malheureusement, on comprend qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, il s'en rend compte, Michael, et il s'arrête rapidement. Il valait mieux plutôt que de provoquer un accident. On va rester, si tu veux bien Jean-Luc, sur ce chapitre Mercedes. Est-ce que tu ne penses pas que ce soit Ross Brown ou que ce soit Norbert Haug, ils peuvent pousser un gros ouf de soulagement parce que franchement, ils avaient une pression énorme l'un comme l'autre?
Un énorme ouf, je ne sais pas comment tu l'écris en allemand, mais un ouf monstrueux. Ben oui, parce qu'effectivement, quand on s'appelle Mercedes, qu'on est l'un des tout premiers constructeurs mondiaux, évidemment, qu'on a des résultats commerciaux qui sont au beau fixe. Il faut rappeler que les 3 constructeurs allemands, les 3 groupes allemands ont des résultats commerciaux absolument formidables. Que l'on revient de manière tonitruante en Formule 1, de surcroît en rachetant une équipe qui est championne du monde en titre, celle de Brown, naturellement, et que depuis 2 ans, autant la première année, là, ça a été un désastre. La deuxième année, c'était à peine mieux, et qu'on a engagé avec force dizaines de millions de dollars Michael Schumacher, l'homme aux 7 titres de champion du monde, on ne peut pas continuer à prendre des tôles, il n'y a pas d'autre mot comme ça. Alors donc depuis le début de la saison, on avait bien compris que ça marchait mieux au niveau de la performance, mais on exploitait mal ces pneumatiques. Maintenant, il y a tout ensemble. Là, j'avoue que ça brouille vraiment les cartes, et maintenant, bien malin qui pourrait faire un pronostic final. Si, les McLaren, ça, ce sont les valeurs sûres depuis le début de la saison. C'est une constante. C'est une constante, mais la course ne tourne pas toujours à leur avantage. Non, on l'a vu hier. On va faire également un rapide passage avant d'aborder la suite et les autres pilotes sur Nico Rosberg. On parle souvent en F1, tu sais, la phrase, le déclic, etc. Bon, Nico Rosberg vient de le dire, 111 Grands Prix. Ouais. En gros, il est contemporain à des pilotes comme Hamilton. Il a vu arriver Vettel, il les a vus arriver, il les a vus gagner, il les a vus être champion du monde. Lui aussi, quand même, quelque part, ça doit lui faire du bien parce que ça fait des années qu'on se dit, tiens, il va le gagner enfin, son premier Grand Prix. Eh bien non, il aura attendu le 111e. Mieux que du bien. Voilà. C'est clair que c'est un soulagement, c'est probablement une délivrance. Il l'a dit, les 20 derniers tours de ce Grand Prix où vraiment il s'y est vu, il s'est dit, bon, ça y est, maintenant, si je ne fais pas de bêtises, pour rester poli, c'est pour moi, il n'y a pas de raison que je n'y parvienne pas. Mais il a dit, ça m'a paru long comme les 24 heures du Mans, auxquelles il n'a jamais participé, mais peut-être auxquelles ira-t-il un jour. Donc on comprend bien ce qu'il voulait dire. Dans ces cas-là, le pilote, il écoute tous les bruits, il a peur de tout, il regarde tous les pilotes un peu attardés desquels il s'approche, il regarde, est-ce qu'il ne va pas crever, est-ce qu'il ne va pas prendre un vibreur, donc ça devient vraiment un calvaire finalement, et c'est une délivrance. Et c'est aussi la raison pour laquelle, à l'issue de cette qualification, on rappelle que c'était aussi sa première pole position de sa carrière de pilote de Formule 1, eh bien, c'est la raison pour laquelle, à l'issue de cette pole, il n'était pas vraiment détendu. Il était paradoxalement extrêmement tendu par l'enjeu, en disant « Demain, maintenant, je dois confirmer, je pars de la pole, j'ai sûrement la machine pour gagner, je dois gagner. » Là, à mon avis, alors aujourd'hui, là, il doit goûter le bonheur intégralement. Bon, maintenant, tu connais les pilotes, maintenant, il n'a qu'une idée, c'est de recommencer. Un autre. Alors, on va aborder maintenant un chapitre qui nous tient forcément à cœur, puisqu'on va parler des pilotes français. Romain Grosjean, enfin aussi, j'étais dans les oufs et dans les soulagements. On peut continuer avec Romain Grosjean. Lui aussi, franchement, c'était presque une épée de Damoclès qu'il avait au-dessus du casque. Il fallait enfin qu'il suive en Grand Prix ce qu'il était capable de montrer en qualification. Enfin, il est arrivé, il est dans les points. Magnifique résultat pour lui. C'est superbe. Bon, des qualifs un petit peu moins brillantes que les 2 premières, mais il y avait des raisons à cela, comme toujours. En plus, une stratégie de l'équipe, on l'a lâché au tout dernier moment à chaque fois. Déjà, pour se sortir de la Q2, il était comme ça. Ouais. Après, en Q3, finalement, au tout dernier moment, on le lâche. Alors, il y avait sûrement des raisons, ou une stratégie un peu décalée. Bon, et donc, finalement, il ne fait pas de temps, d'ailleurs. Et il part 10e. Au milieu du paquet, avec Vettel derrière, excusez du peu, et Alonso à ses côtés, et avec l'objectif premier de marquer des points. Tu l'as dit, d'ouvrir enfin le compteur, comme il dit, ma saison débute. Donc c'était vraiment la pression maxi. C'est pas le meilleur quand tu es un pilote comme il l'est, talentueux, fougueux, que tu as envie d'y aller, etc. Et puis il s'est bien sorti de tous les turbins, comme on dit aussi. Il est passé au travers des gouttes. Il est allé au combat. Il est allé au combat parce que dans le paquet, là, à la fin, le paquet qui était donc devancé par son équipier Raikkonen, dont les pneus se sont littéralement effondrés sur les 10 derniers tours. Alors là, pour lui, on peut parler de faillite de la stratégie. D'ailleurs, l'écurie le reconnaît et lui aussi. Là, il a perdu, c'est du jamais vu. Il a perdu 12 places entre le moment où il était 2e et l'arrivée. Il a perdu 10 places en 2 tours. C'est vraiment incroyable. Donc bon, malheureusement, il aurait fallu peut-être le sentir et l'arrêter. Mais parlons de Romain. Et Romain était au milieu de ce paquet, en bagarre avec des Vettel, avec des Weber, enfin avec des gros bras, avec des Alonso. Il y avait tout le paquet. Là, il y avait vraiment des méchants. Et il s'en est sorti. Il a fait une toute petite erreur de trajectoire à un moment, mais il est bien revenu. C'est super. Il termine 6e. C'est impeccable. C'est un magnifique résultat qu'il mérite. Voilà. Alors maintenant, on va aborder le chapitre Red Bull. 2 configs de voitures différentes, des résultats qui ne sont vraiment pas à la hauteur ni du champion du monde, ni de l'équipe.
j'ai l'impression, j'oserais presque dire, on patauge un peu, tu penses, chez Red Bull? On patauge complètement. Et le visage de Vettel, qui est assez, effectivement, il faut interpréter parfois l'expression du visage et même les attitudes. Ils sont un peu perdus, là. Hein. Honnêtement, ils ne retrouvent pas leur marque avec cette réglementation, on le rappelle, qui a interdit maintenant ces fameux échappements soufflés. Hein. Donc là, il y avait deux modèles, on ne va pas là non plus être trop technique, deux modèles d'échappement. La dernière évolution à laquelle Weber a souscrit, c'est avec ça qu'il s'est qualifié, apparemment c'était mieux. Et en course, pareil, il était un peu mieux que Vettel, hein, il faut le reconnaître, parce que le talent de Vettel, il ne s'est pas évanoui. Oui, Il n'a pas disparu. Le talent de Vettel, il est là, mais il n'arrive pas à tirer le meilleur de cette monoplace. Donc, parti 11e, hein, c'est vraiment très rare. Il fallait remonter à 2009 pour voir un Vettel aussi mal qualifié sur une grille. Donc, c'est vraiment incroyable. Oui, on est un peu perdu et on ne peut pas continuer à aligner deux monoplaces différentes. Donc, il faudra faire un choix dès Bahreïn cette semaine. Voilà. Avant-dernière question, parce que le temps passe. Le temps passe. C'est pareil, excuse-moi l'expression, mais en Malaisie, il a plu. Pourtant, c'était une éclaircie pour Ferrari. L'éclaircie est terminée. Ouais. Ça a bien semblé, hein, quand même. Ouais. Écoute, il l'avait dit, hein, Alonso avait dit après sa victoire, ne vous méprenez pas. Là aussi, je l'avais dit dans ces termes-là, je le redis, c'est pas de la prétention de sa part, mais en gros, le résultat, c'est moi qui ai été le chercher, c'est pas la voiture. Et là, on a bien vu où elles étaient. Elles étaient nulle part, les Ferrari en qualif, nulle part. Alonso, il fait ce qu'il peut avec son talent exceptionnel. Le pauvre Massa, il essaie de suivre, mais de loin. Et en course, c'est un carnage. Et il termine 9e, Alonso, au milieu du paquet, devancé par tous ceux qui ont essayé de l'attaquer. Et quant à Massa, Massa, c'est un naufrage. Voilà, on parlait de Titanic, là, c'est un naufrage. Voilà. Moi, je vais quand même finir ce débriefing en te posant une question. On y reviendra peut-être la prochaine fois. Déjà, là, aujourd'hui, est-ce que d'après toi, il faut aller à Bahreïn ? Alors, il y a tous les aspects. Écoute, oui, là, je n'étais pas préparé à la question, mais je vais t'y répondre. Écoute, moi, du point de vue sportif, évidemment que je suis, j'adore le sport. Je me dis dans un chien à 5 jours, même pas, hein, parce que les écuries sont en train d'établir tout là-bas. Bien sûr qu'il faut y aller, on ne peut pas tout annuler au dernier moment. Alors maintenant, est-ce que politiquement, est-ce que humainement, il est décent d'aller à Bahreïn ? Là, je suis bien embêté pour te répondre. J'aurais eu tendance à te répondre non il y a quelques semaines. Voilà mon point de vue. Parce que je pense que même si, on le dit toujours, et il n'y a pas que la Formule 1, c'est trop facile de taper, là en l'occurrence sur la Formule 1, dans tout un tas de pays totalitaires au monde, on joue au football, on va faire des coupes du monde de foot et on ne se pose aucune question. Ou autre chose. On essaie d'y organiser des grands prix, par exemple. Donc il n'y a pas de problème. Donc je veux dire, la Formule 1, c'est pas pire que les autres. Maintenant, est-ce que le sport est quelque part une ouverture sur l'extérieur et permet de dénoncer les problèmes, ou est-ce que le sport est au contraire, n'a pas à cautionner des régimes ? À la date à laquelle nous parlons, oui, il faut y aller maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard, les décisions, il fallait les prendre, mais en amont, de mon point de vue. Et d'ailleurs, tu as vu quelqu'un comme Damon Hill, qui est un type vraiment respectable, humainement et sportivement, qui a changé d'avis 3 fois. C'est-à-dire, on peut dire c'est une girouette, non. Lui aussi, à la faveur des informations, il a dit à un moment, oui, il faut y aller, à la fin de la saison dernière, il a été sur place. Après, il a dit non, finalement, il ne faut pas y aller. Maintenant, il dit oui, il faut y aller. Alors, c'est pour dire que c'est évidemment une question très délicate. Merci Jean-Luc. Je t'en prie. Moi, je vais finir ce débriefing avec un petit mot. Bravo à Simon Pagenaud. C'est de l'IndyCar. Oui. Ce n'est pas de la F1, mais ce que tu nous as fait, Simon, c'était top. On s'est régalé. Salut à tous. Bientôt en F1, Simon Pagenaud. Tiens. On y croit, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Salut. Salut.